Het is een totaal ander systeem. En de meeste constructeurs vandaag zijn ergens in het midden, en naar gelang ook de conjunctuur, tussen die push- en pull-systeem. Mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, parce que c'est un énorme défi, puisque tout compte fait, ce que nous cherchons tous, constructeurs comme importateurs, c'est à baisser nos stocks, à ne pas avoir des encours trop importants. Si on a un pull-système parfait, magnifique, il n'y a pas d'encours, enfin, hein, on a juste ce qu'il faut. Hein, tout est en just-in-time. Mais ça, c'est le rêve, la réalité. Voilà. Et je crois que la façon dont je peux répondre à ce défi, c'est peut-être un peu vous expliquer ce qui s'est passé en 2008, 2009, 2010. Parce qu'au fond, sur 22 ans d'automobile, je me suis trompé 4 fois dans mes budgets. Une fois en 2003, là, on s'attendait à une reprise automobile plus importante après les Twin Towers, et ça a duré 1 an de plus, donc là, on s'est trompé. Et là, les usines, bon, avec leur système de devoir remplir les usines, bon, ben, nous ont effectivement déversé des voitures, on en avait du stock jusque-là. Mais on a relativement vite résolu ça parce que le marché a quand même repris en 2004. On s'est gouré, non, on ne s'est pas gouré en 2008, c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas gouré en 2008? Alors là, je dirais tout simplement, il faut l'info aussi, hein, c'est du pur pot, c'est de la veine. On avait pressenti en 2007 déjà un ralentissement des demandes. Il y avait quand même un retour conjoncturel qui s'amorçait. Et je n'ai pas encore la réponse, mais le premier trimestre de 2008 a été un boom extraordinaire. Rappelle-toi, ça a été le meilleur salon de notre vie. Nous n'avions pas commandé beaucoup de voitures parce qu'on s'attendait, disons, à une diminution. Et donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé en manque de voitures et on a commandé pour essayer de rattraper ce retard. Les usines, avec leur retard de production, etc., ont commencé à nous livrer toutes ces belles quantités au mois de juin, juillet, avant les vacances. Et puis, août, septembre, catastrophe, la grande crise, Fortisgate, etc. On s'est retrouvé avec 26 000 voitures, qui, comme tu disais, on ne se les met pas sur les tartines, 26 000 voitures en stock. Il y en avait qui étaient vendues, mais quand même une grosse partie non vendue. 26 000 voitures multipliées par 23 000 € de prix moyen, vous voyez ce que ça peut faire lorsque les banques, en plus, étaient quasi en faillite et ne savaient plus nous donner quoi que ce soit comme crédit. Donc là, nous avons vraiment, je dirais, dû jouer terriblement fort. Je vous expliquerai ce qu'on a fait pour passer cette grande crise. Mais là, on ne s'est pas trompé sur les quantités totales de 2008. Pourquoi? Parce qu'à fin de compte, comme on avait prévu moins, qu'on a reçu plus et qu'on a quand même, disons, liquidé notre stock à une allure grand V, on a fini par faire notre budget quand même en 2008. En 2009, je me suis trompé aussi. On avait, disons, prévu, en 2009, on avait pris une grande résolution, le budget de septembre 2008 qui servait à 2009, dans le bac, peu de budget. Tout simplement, on a dit, messieurs, nous allons travailler pendant 1 an, enfin pendant le temps qu'il faut, sans budget, avec des tout autres objectifs que je vous expliquerai. Donc, on ne s'est pas trompé en 2009, mais on s'est dit, tiens, la fourchette du marché, ce sera entre moins 30 et moins 10. On ne peut pas trop se tromper quand on a une fourchette aussi grande. Et in fine, le marché a été à moins 10. Et alors en 2010, une fois de plus, je dirais, je me suis trompé, c'est qu'effectivement, on croyait, disons, garder un marché relativement égal à 2009. Et là, je dirais que bon, les primes gouvernementales, elles sont toujours là, parce que le gouvernement, parce qu'il est bon, et qui continue à faire ce qu'il faut. Et donc, ça nous aide terriblement. Et donc, le marché est beaucoup plus fort que ce que nous croyons. Et nous sommes actuellement dans le sens, je dirais l'inverse, et je m'en excuse publiquement devant toute personne qui veut acheter une Audi ou même des Volkswagen. On a vraiment trop peu de voitures. Et c'est un gros problème, j'avoue, parce que on a des vendeurs qui commencent un peu à être déconnectés, à être un peu agressifs en disant, vous savez, on n'a plus besoin de vendre, ça c'est très dangereux. Donc on travaille vraiment à ce sujet-là, mais les usines ne savent plus nous livrer. La Chine est en train d'exploser, donc je dirais qu'un ralentissement de la conjoncture générale, quelque part pour D'Ieteren, me ferait plaisir. Donc voilà, ça c'est un exemple, je dirais, c'est un exemple que je donne. Et je voudrais dire également par rapport aux usines, et c'est peut-être un des secrets de D'Ieteren, pourquoi on est relativement bon en prévision. Et je crois que tu sens ça parfois quand on a nos réunions à la FEBIAC avec les différentes marques. Je suis indépendant. Nous sommes indépendants.
nous disons à l'usine. Quand l'usine nous dit, bah, écoutez, voilà, nous avons 400 voitures de trop, vous les prenez, il y a les Français, les Anglais, les Allemands qui disent, jawohl, on va vous les prendre. Nous, on dit non, on ne les prend pas, on n'a pas besoin de marché. Bon, ça crée des négociations. Et alors, de temps à autre, on dit, allez, d'accord, on les prend. Il y a de la négociation financière qui se fait aussi en tant qu'indépendant. Et je crois que ça, c'est un peu le secret, je dirais, de D'Ieteren, cette force de négociation. Et je dois dire que le groupe Volkswagen est très fier à ce point de vue-là. Au moment de la négociation, ils ne le diront pas. Mais quand on est, disons, na een goede pit en, pot en pint, dan gaan ze toch zeggen, kijk, het is toch gemakkelijk van iemand te hebben die onafhankelijk is en die de echte waarheid zegt. Die de echte waarheid durft zeggen aan de fabrieken. En wij zijn dikwijls hun handrem geworden. Voilà. Tu veux encore poser une question ou bien j'explique un peu, je dirais, comme tu veux. Insidieux. Ah bon. Mais, non, mais c'est très bien. Mais disons, j'avais fait allusion à l'aspect push ou pull, et on voit bien que c'est aussi largement fonction de la conjoncture. Mais pour vous donner une indication, on a énormément, dans mon deuxième groupe automobile, puisque j'ai travaillé 25 ans pour Volkswagen, mais j'ai travaillé ensuite pour Renault, on a énormément travaillé sur cette question, réduire les stocks grâce à la personnalisation des voitures. Le client rentre chez le dealer, il commande sa voiture, comme j'ai dit, le pull système. Ce qu'on a constaté, c'est que l'acceptation de ce système est énormément variable de pays à pays. Het is een culturele vraag. Wij hadden landen waar wij bereikten 80% van de wagen die gepersonaliseerd waren. We hadden landen waar het niet meer dan 20% bereikt. Als voorbeeld Spanje. De Spanjaard komt graag bij zijn dealer en zegt, die wagen, hoeveel? Onderhandeling en hij koopt. Dus dat is een culturele vraag. La question est très variable d'un pays à l'autre sur l'acceptation, ou donc je prends un véhicule de stock, ou je commande ma propre voiture et je l'attends. Mais Thierry est très modeste parce qu'il ne vous explique pas la complexité de sa commande auprès des usines. Parce que, j'en parlais avec M. Jacobs à l'instant, je ne sais pas si vous le percevez bien, mais c'est l'immense complexité des produits automobiles aujourd'hui. C'est-à-dire l'immense, on peut faire quelques millions de Golf différentes. Voilà, donc il manque quelques zéros. Non, la diversité est fabuleuse. Et donc, pour celui qui doit faire la planification et dire je vais commander telle quantité de ceci, pour être clair, autant de toits ouvrants. Et on veut parler aujourd'hui ensemble aussi de vision. Regardez, le prix de l'essence en Belgique, pour des raisons qui étaient planifiées, est en train de rejoindre celui du diesel. Aujourd'hui, la Belgique est terriblement dieselisée, plus de 70%. Et donc, la question, c'est vraiment, qu'est-ce que je dois commander dans les 2, 3, 4, 5 années à venir? Est-ce que, comme les véhicules essence sont plus performants en consommation également, est-ce qu'on va avoir une inversion du mix? Donc, dans la prévision des commandes et dans les futures réservations aux usines, c'est un problème extraordinairement important. Ik moet u niet spreken over de visie. En we zouden graag de visie van Thierry willen horen. Niet zijn telefoon, maar zijn visie. Het is mijn echtgenoot. Ja. Zij heeft de reële visie. Over, natuurlijk, we gaan straks nog een paar commentaar daarover geven. Wat met de hybride, wat met de elektrische wagens. Men zegt in 2020, ja, tussen 3 en 10% van de wagens die besteld zullen worden in 2020, dus zullen elektrische wagens zijn. Maar het is een enorm verschil. 3% op Europees niveau, het is 1,5 miljoen wagens. 10%, het is 1,5 miljoen. Dat is helemaal niet hetzelfde. Dus opnieuw, voor de constructeur, hij moet zijn capaciteiten moeten kunnen plannen. Et donc, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que tu donnes à ton constructeur, à tes 10 marques, dans cette immense complexité du mix, parce qu'eux, ils veulent savoir, est-ce que je vais faire des voitures avec boîte automatique, parce qu'il faut planifier
la capacité de toutes ces usines. J'ai été de ce côté-là de la barrière, je sais combien c'est complexe, mais on a besoin de l'input de ceux qui vont vendre les voitures. Et donc, comment est-ce que tu adresses cette complexité ?